Aviez-vous à cœur de comprendre les notions de restriction d'une fonction dans un ensemble donné ou la notion de composé de deux fonctions? C'est ces deux notions que nous allons traiter dans cette vidéo qui est la suite d'une épreuve que nous avions déjà abordée et que nous allons corriger entièrement. Il nous est donné dans cet exercice deux fonctions, une fonction f définie de R vers R qui pour l'inconnu x associe x carré et une deuxième fonction g définie de R vers R qui pour x associe toute cette fraction que nous voyons. Ce qui nous intéresse à la première question, c'est de montrer que la restriction de g à l'intervalle 0 plus infini est une fonction h d'expression que nous voyons ici, x plus 1, le tout sur x plus 3. Lorsqu'il est demandé de déterminer la restriction d'une fonction, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la notion de restriction en mathématiques, la restriction d'une fonction en mathématiques est très proche de la notion de restriction dans la vie courante. Si vous avez un terrain et que vous définissez une sous-surface ou alors une partie de votre terrain pour peut-être un travail donné, vous avez fait une restriction de votre surface de départ à une autre sous-surface du terrain que vous aviez avant et que vous allez consacrer à vos travaux. La même chose se fait au niveau des fonctions. Lorsque l'on a une fonction f de x qui est définie sur un ensemble R qui est grand et qu'on considère une partie de R qui est dans ce cas-ci 0 plus infini, il peut arriver que l'écriture de départ de f, dans notre cas ici, puisse avoir une autre forme dans le sous-ensemble qu'on a choisi. Lorsqu'on a donc pu écrire cette fonction f dans l'intervalle donné ici, à l'aide d'une autre expression, on dit donc qu'on a fait une restriction, on a déterminé une restriction de la fonction g, de la fonction f autant pour moi, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est ce que nous allons donc faire dans cette première question. Nous considérons donc x appartenant à 0 plus infini et l'expression de départ de f de x. Nous constatons donc que nous avons une racine telle que celle-là. Et nous avons une expression un peu complexe à l'intérieur avec les valeurs absolues qui se mélangent au carré, etc. Le premier réflexe qu'on peut avoir ici, c'est de se rappeler que x carré est encore égal à valeur absolue de x, le tout au carré. Une fois que nous remarquons cela, nous remplaçons x carré par cette expression en haut et en bas au niveau du numérateur et du dénominateur. Nous constatons rapidement l'apparition d'une identité remarquable de type A plus B. À l'aide d'une autre expression, on dit donc qu'on a fait une restriction, on a déterminé une restriction de la fonction g, de la fonction f autant pour moi, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est ce que nous allons donc faire dans cette première question. Nous considérons donc x appartenant à 0 plus infini et l'expression de départ de f de x. Nous constatons donc que nous avons une racine telle que celle-là et nous avons une expression un peu complexe à l'intérieur avec les valeurs absolues qui se mélangent au carré, etc. Le premier réflexe qu'on peut avoir ici, c'est de se rappeler que x carré est encore égal à valeur absolue de x, le tout au carré. Une fois que nous remarquons cela, au niveau du numérateur et du dénominateur, nous constatons rapidement l'apparition d'une identité remarquable de type A plus B, le tout au carré. Nous savons déjà que cette expression-là va nous donner A carré plus 2AB plus B carré. Bon, donc, nous avons effectivement ici, si nous posons petit a est égal à valeur absolue de x et petit b égale 1, nous constatons que nous avons cette expression A carré plus 2AB plus B carré. Donc en réalité, ce que nous avons, l'expression-ci est encore égale à x carré plus, je veux dire x, valeur absolue de x plus 1, le tout au carré. Nous allons faire la même remarque au niveau du dénominateur
pour avoir donc une expression factorisée au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Une fois que nous remarquons cela, nous nous rappelons que x est considéré dans l'intervalle 0 plus infini. Bon, dans 0 plus infini, x est positif évidemment, ce qui veut dire que la valeur absolue de x se confond avec x. Donc au niveau de ces deux valeurs absolues ici, nous pouvons remplacer x, valeur absolue de x par x. Donc l'expression avec la valeur absolue ici devient une expression un peu plus simple, sans valeur absolue. Donc x plus 1 le tout au carré et en bas au dénominateur x plus 3 le tout au carré. Nous remarquons donc que nous pouvons détacher la racine avec une racine au dénominateur et une racine au numérateur. Nous avons alors nous aurons au numérateur et au dénominateur les expressions de la forme racine de a au carré, Or, racine de a au carré est égale à valeur absolue de a. Faut pas l'oublier puisque il arrive parfois qu'avec la précipitation, on confonde racine carrée de a carré avec a. Mais racine carrée de a carré donne a uniquement lorsque a est positif. Lorsqu'on n'a pas les informations sur a, racine carrée de a au carré donne valeur absolue de a. Donc nous préférons dans un premier temps ici écrire racine carrée de x plus 1 le tout au carré égale à valeur absolue de x plus 1. Le même travail est fait au dénominateur, dont nous avons donc l'expression de cette fraction, valeur absolue en haut et valeur absolue en bas. On se souvient donc que x est positif puisque x est dans cet intervalle. Si x est positif, cela signifie que x plus 1 est positif. Nous savons donc que les valeurs positives sont égales à leur valeur absolue. Donc x plus 1 en valeur absolue est égal à x plus 1, tout simplement sans la valeur absolue. Le même travail est fait au dénominateur, d'où la restriction de f dans l'intervalle 0 plus infini est donc égale à x plus 1 sur x plus 3, ce qui achève la première question. Place à présent à la deuxième question. Déterminons h rond f. Lorsqu'il est demandé de déterminer la composition de deux fonctions, la première chose à laquelle il faut penser, c'est d'abord le domaine de définition de la composée de ces deux fonctions. Bon. Pour déterminer le domaine de définition de h rond f, pour que h rond f soit défini, il faudrait que f de x soit défini dans un premier temps et que f de x appartienne au domaine de définition de h de x. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Pour que h rond f existe, je me reprends, il faut que f existe dans un premier temps et que f de x appartienne au domaine de définition de h de x. Parce que l'expression h rond f signifie tout simplement que les valeurs de f sont renvoyées pour être calculées comme variable de h. Parce que quand on écrit h rond f, cela signifie que on prend la variable x à l'aide de la variable x qui peut prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble de définition de f. À l'aide de cette valeur, on calcule donc les images de f et ces images de f sont utilisées pour calculer les images de h. Donc pour que cette expression soit définie, il faudrait dans un premier temps que f lui-même soit défini. Lorsque f est défini, il faut maintenant que les valeurs de f soient dans l'ensemble de définition de h. Une fois que cela est compris, on comprend rapidement pourquoi cette affirmation ici qui dit qu'il faut que f existe et que f de x appartienne au domaine de définition de h. Bien, nous avons donc cette condition qui nous amène à quoi? Nous allons nous rappeler que f de x est défini sur R. Pourquoi? Parce que f de x, allons voir son domaine de définition de près, sa définition autant pour moi. Nous voyons que f est défini comme fonction polynôme de R vers R. Or, les fonctions polynômes sont définies dans leur ensemble de départ. Écrire racine carrée de x plus 1 le tout au carré égale à valeur absolue de x plus 1. Le même travail est fait au dénominateur, dont nous avons donc l'expression de cette fraction, valeur absolue en haut et valeur absolue en bas. On se souvient donc que x est positif puisque x est dans cet intervalle. Si x est positif, cela signifie que x plus 1 est positif. Nous savons donc que les valeurs positives sont égales à leur valeur absolue. Donc, x plus 1 en valeur absolue est égal à x plus 1, tout simplement sans la valeur absolue. Le même travail est fait au dénominateur, d'où la restriction de f dans l'intervalle 0 plus infini est donc égale
à x plus 1 sur x plus 3, ce qui achève la première question. Place à présent à la deuxième question. Déterminons h rond f. Lorsqu'il est demandé de déterminer la composition de deux fonctions, la première chose à laquelle il faut penser, c'est d'abord le domaine de définition de la composée de ces deux fonctions. Bon. Pour déterminer le domaine de définition de h rond f, pour que h rond f soit défini, il faudrait que f de x soit défini dans un premier temps et que f de x appartienne au domaine de définition de h de x. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Pour que h rond f existe, je me reprends, il faut que f existe dans un premier temps et que f de x appartienne au domaine de définition de h de x. Parce que l'expression h rond f signifie tout simplement que les valeurs de f sont renvoyées pour être calculées comme variable de h. Parce que quand on écrit h rond f, cela signifie que on prend la variable x à l'aide de la variable x qui peut prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble de définition de f. À l'aide de cette valeur, on calcule donc les images de f et ces images de f sont utilisées pour calculer les images de h. Donc pour que cette expression soit définie, il faudrait dans un premier temps que f lui-même soit défini. Lorsque f est défini, il faut maintenant que les valeurs de f soient dans l'ensemble de définition de h. Une fois que cela est compris, on comprend rapidement pourquoi cette affirmation ici qui dit qu'il faut que f existe et que f de x appartienne au domaine de définition de h. Bien, nous avons donc cette condition qui nous amène à quoi? Nous allons nous rappeler que f de x est défini sur R. Pourquoi? Parce que f de x, allons voir son domaine de définition de près, sa définition autant pour moi. Nous voyons que f est défini comme fonction polynôme de R vers R. Or, les fonctions polynômes sont définies dans leur ensemble de définition de départ. Donc, le domaine de définition de f, c'est donc R, puisqu'il s'agit là d'une fonction polynôme. Bien, ce qui nous amène à retrouver le système qui est le suivant. Dans un premier temps, au niveau de la première ligne, x appartient à R. X appartient à R provient du fait que f existe. Nous avions dit que le domaine de définition de f, c'est R. Donc, f de x existe, nous renvoie x appartient à R comme condition. Deuxième condition, il faut que f de x appartienne au domaine de définition de h. Mais quel est le domaine de définition de h? Le domaine de définition de h, rappelons que voici h. Le domaine de définition de h est donc le résultat de la condition x plus 3 différent de 0. Donc, h existe lorsque x plus 3 est différent de 0. Mais n'oublions pas que h de x est défini sur l'intervalle 0 plus infini. La condition f de x appartient à dh nous donne donc que f de x doit être différent de moins 3, puisque c'est la condition pour que h existe. Il faut que sa variable soit différente de moins 3. Or, f de x correspond à x carré. Nous voulons alors que x carré soit différent de moins 3, ce qui est toujours vrai dans R. Et donc, la condition qui est le système donné ici à ce niveau nous donne tout simplement R, puisque x, la première condition est que x doit appartenir à R, la deuxième condition est que x carré doit être différent de moins 3. Nous constatons donc que ces deux conditions sont toujours vraies dans R, ce qui signifie donc que le domaine de définition de h rond f est égal à R. Bien, une fois que le domaine de définition de h rond f est déterminé et précisé, nous pouvons calculer l'expression de h rond f de x. Maintenant, h rond f de x, c'est égal à h de f de x. Donc, l'inconnu x au niveau de l'expression de h devient f de x. Ce qui nous amène à écrire f de x plus 1, le tout sur f de x plus 3. Nous remplaçons donc f de x par sa valeur. Nous avons x carré plus 1, le tout sur x carré plus 3. Il s'agit là de l'expression de h rond f de x. Cette expression est valable quel que soit x appartenant à R, qui est bien sûr le domaine de définition de h rond f. À présent, place à la question 1c. Il est question de déterminer les nombres réels a et b
tel que h rond f de x soit égal à cette expression que nous avons à ce niveau. Il y a plusieurs façons de faire ce type de question. L'élève peut penser à la division euclidienne comme il peut tout simplement procéder comme nous allons le faire dans cette vidéo, ou il peut même aussi procéder par identification. Bon, nous allons montrer une technique ici qui est parfois très rapide. Nous observons attentivement l'expression que nous avons. Nous avions l'expression de h rond f de x qui est à ce niveau. Nous voulons l'écrire sous la forme a plus b divisé par x carré plus 3. Nous partons du fait que quel que soit x appartenant à R, h de f de x est égal à x carré plus 1 sur x carré plus 3. Observons attentivement cette expression et remarquons que nous pouvons réécrire le dénominateur qui est de cette fraction qui est x carré plus 3 au niveau du numérateur. On peut construire ce dénominateur au niveau du numérateur en disant tout simplement que x carré plus 3 moins 2 sur x carré plus 3 donne encore l'expression qui est en haut. Évidemment que c'est vrai puisque lorsqu'on fait 3 moins 2, nous trouvons 1. Donc nous avons l'égalité entre la fraction qui est en haut et celle qui est en bas. Bon, donc nous pouvons à présent scinder cette fraction en deux fractions. Et remarquez que lorsque nous considérons la fraction x carré plus 3 sur x carré plus 3, nous obtenons 1. Et lorsque nous considérons la fraction moins 2 sur x carré plus 3, nous ne pouvons faire aucune autre manipulation. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes à ce niveau, nous scindons donc la fraction-ci en deux fractions et nous remarquons tout simplement que la première fraction qui est obtenue, qui est x carré plus 3 sur x carré plus 3, nous donne 1. Et la deuxième fraction qui est obtenue, qui ne laisse plus de possibilité de simplification, est 2, ou alors si vous voulez moins 2 sur x carré plus 3. Et nous remarquons donc qu'on peut poser a égale 1 et b égale moins 2, puisque le moins s'il peut se retrouver en haut et on dépose plus à ce niveau. Bien, donc a est donc égal à 1 et b est égal à moins 2. À présent, place à la question 2 petit a. Il nous est donné une autre fonction f de x et nous travaillons dans un repère orthonormé OIJ. Une fonction f de x définie de moins 1,5 vers plus infini vers r+. Démontrons que f est une fonction bijective et déterminons sa bijection réciproque. C'est ce qui nous intéresse à la première question. Place à présent à la question 1D qui nous demande de déduire que la fonction h rond f est bornée sur R. Petit rappel, on dit qu'une fonction est bornée sur R lorsqu'elle admet un plus grand élément et un plus petit élément. Donc lorsqu'elle admet un maximum et un minimum. Bien, c'est pourquoi nous rappelons ici qu'il s'agit de montrer que f admet un maximum et un minimum. Quel que soit x appartenant à R, nous savons que l'expression de 1 sur x carré plus 3 est comprise entre 1 tiers et 0. Pour quelle raison? Effectivement parce que, commençons d'abord par justifier le fait que 1 sur x carré plus 3 est plus petit que 0. C'est plus petit que 0 parce qu'il s'agit d'un rapport de valeurs positif. 1 étant positif et x plus 3 étant positif en tant que somme de deux valeurs positives. Une fois que nous avions affirmé cette chaîne d'inégalité, x carré plus 3 est donc positif. Donc le rapport 1 sur x carré plus 3 est donc positif. Maintenant, justifions que c'est inférieur à 1 tiers. Remarquons qu'une fraction devient plus petite lorsque son dénominateur augmente et que son numérateur reste constant. Nous savons déjà que cette fraction 1 sur x carré plus 3 est constante au numérateur. Le numérateur ne varie pas, c'est le dénominateur qui peut varier. Or, la plus petite valeur possible pour x carré plus 3, c'est 0. C'est plutôt 3, donc lorsque x carré prend 0. Donc, ce qui nous amène donc à dire que le maximum de 1 sur x carré plus 3, c'est 1 tiers. Une fois que nous avions affirmé cette chaîne d'inégalité, nous pouvons multiplier toute l'inégalité par moins 2.
Une fois que c'est fait, nous avons moins 2 fois 0, ça fait 0. 1 sur x carré plus 3 fois moins 2, ça nous donne l'expression que nous avons ici, puisque le moins 2 qui pouvait se trouver au niveau du numérateur passe devant la fraction. Et moins 2 multiplie dans 1 tiers, ce qui nous donne moins 2 tiers. Une fois que nous remarquons cette chaîne d'inégalité-ci, il nous reste à ajouter 1 de chaque côté, sur chaque côté de la chaîne d'inégalité, ainsi qu'au milieu. Le but étant de reconstruire h rond f de x. C'est ça en fait que nous cherchons à faire. Et lorsque nous additionnons dans 1 sur chaque terme de l'inégalité, nous avons 0 plus 1 à ce niveau. Nous avons 1 qui s'ajoute à l'expression ci. Nous avons donc 1 moins 2 sur x carré plus 3 inférieur ou égal à 1 plus moins 2 tiers. Une fois que nous sommes à ce niveau, nous simplifions juste le calcul là et nous remarquons que ça c'est l'expression de ce qui signifie donc que cette fonction est comprise entre 1 et 1 tiers. Il est important de noter que lorsqu'on possède une chaîne d'inégalité comme celle-ci, lorsqu'on multiplie cette chaîne d'inégalité par un nombre négatif, les inégalités changent. C'est la raison pour laquelle nous avons ici inférieur ou égal, ici inférieur ou égal, et ça change ici, ça devient supérieur ou égal, supérieur ou égal. La raison est qu'on avait multiplié par moins 2 la chaîne d'inégalité. C'est la raison pour laquelle les signes ont changé de sens. Donc une fois que nous avions trouvé cette chaîne d'inégalité ici, qui nous dit donc que 1 tiers est nécessairement plus petit que h rond f de x et que h rond f de x lui-même est plus petit que 1, nous avions montré que cette fonction-ci admet un maximum qui est 1 et un minimum qui est 1 tiers, d'où nous avions montré que la fonction est bornée. Donc c'est la conclusion comme ça. Place à présent à la question 2 petit a. À la question 2 petit a, il nous a donné une fonction f de x définie de l'intervalle moins 1,5 plus infini vers r plus qui a x associé racine carrée de x plus 1. Bien, il est question à ce niveau de montrer que f est bijective et de déterminer sa bijection réciproque. Pour montrer qu'une fonction est bijective, il suffit de montrer que pour tout y appartenant à son ensemble d'arrivées, l'équation f de x égale y admet une unique solution dans son ensemble de départ. Dans notre cas ici, il s'agit de moins 1,5 plus infini. Vraiment, je vais expliquer terre à terre encore cette expression, c'est ce qui vient d'être dit, parce que c'est à ce niveau que les apprenants ne comprennent pas bien ce qui se passe. On reprend. Il est question de montrer que pour toute valeur y de l'ensemble d'arrivées de la fonction, l'équation f de x égale y admet une unique solution. Cela veut dire qu'il faut montrer que la solution existe et qu'elle est unique. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Pour le faire, on commence. Là, il faut être très rigoureux. Très rigoureux. Si vous n'êtes pas rigoureux, vous pouvez écrire quelque chose qui va indiquer à l'enseignant que vous ne comprenez pas bien ce que vous faites. Déjà, puisqu'il faut montrer que quel que soit y appartenant à r+, l'équation f de x égale y admet une unique solution. Pour cela, il faut choisir y au hasard dans l'ensemble R+. Pour choisir y au hasard, il faut tout simplement commencer par le mot soit. Lorsque vous dites soit x appartenant à R+, ça veut dire qu'en fait vous êtes en train de signaler que vous prenez y au hasard dans R+. Maintenant, lorsque y est pris au hasard dans R+, montrons qu'il existe une unique solution appartenant à l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, et que ce x vérifie l'équation que nous avons ici. Bien. Pour montrer qu'il existe quelque chose, la démarche, c'est de chercher cette chose. Nous avions déjà dit ça dans certaines vidéos de cette chaîne. Vous pouvez même faire un tour au niveau de certains exercices de seconde C où cette démarche est appliquée. Donc, maintenant, il est question de chercher donc x dans l'intervalle ci qui vérifie cette équation, et il va falloir montrer aussi en même temps que ce x est unique. Bon, donc cherchons x dans l'intervalle ci qui vérifie cette égalité.
nous prenons cette égalité-ci. Nous remarquons rapidement que cette égalité qui est racine carrée de x, racine carrée de 2x plus 1 égale y, que cette inégalité n'a de sens que si ce qui est sous le radical de la racine est positif et que y lui-même est positif. Donc l'égalité ici n'est vraie, n'a de sens que si x 2x plus 1 est positif et que y est positif. Maintenant, une fois que cela est remarqué, nous pouvons élever les deux membres de l'égalité au carré. Lorsque c'est fait, la racine carrée s'en va et x et y se transforme en y carré. Nous avions toujours cette condition, ce qui devient maintenant x supérieur à moins 1 demi. Y toujours positif, donc nous avons toujours cette condition ici. Et nous pouvons donc tirer la valeur de x. Lorsque la valeur de x est obtenue, la voici, nous avons toujours cette condition à ce niveau. Cette expression signifie que x vaut y carré moins 1, mais à condition que x soit dans l'intervalle ci et y dans cet intervalle. Cela nous provient de l'égalité ci. Nous venons donc de remarquer que effectivement x existe puisque nous avons calculé cette valeur-ci existe. Et nous avions montré que ce x existe pour y positif. En même temps, ce x est dans l'intervalle moins 1 demi plus infini. Donc, nous avions donc trouvé notre x que nous cherchions dans cet intervalle. Il est déterminé, il est unique puisque nous avons une seule possibilité ici, c'est cette relation. Et effectivement, il nous renseigne que il est défini pour les y positifs. Or, y est effectivement choisi dans 0 plus infini puisque nous avons choisi y dans 0 plus infini. Donc, il n'y a aucune erreur. La preuve de l'existence de x est que x dépend de y dans 0 plus infini. C'est le cas ici. Et l'expression de x est unique puisqu'on a trouvé une seule valeur, donc nous pouvons conclure alors que la fonction est bijective. Donc tous ces détails comptent et ne prenez aucun détail à la légère. J'insiste qu'il est nécessaire à ce niveau de réécouter ce passage plusieurs fois puisque c'est très délicat. Ce qui achève donc la démonstration du fait que f est bijective. Maintenant, l'expression de sa bijection réciproque, il suffit juste de reprendre l'expression-ci de cette façon-ci et de permuter l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ. L'ensemble d'arrivée de f était R+, ça va devenir l'ensemble de départ de la réciproque. L'ensemble de départ de la fonction f de x devient l'ensemble d'arrivée de la fonction réciproque. Et l'expression de f-1 est donnée par l'expression qu'on a trouvée ici au niveau de x. Et à x, on va donc associer x carré moins 1, donc on remplace tout simplement le x qu'on a posé ici, on le met ici. Si ça vous embrouille, vous pouvez plutôt prendre une autre variable à ce niveau, dire peut-être à a on associe a carré moins 1 sur 2. Cela marche aussi. Place à présent à la question 2b. Il s'agit de construire la courbe de la fonction f-1 et celle de f-1 de valeur absolue de x. Pour le faire, il faut dresser un tableau de valeur de la fonction f-1 de x. Il y a f-1 de x. Il y a moins 1 qui a été omis à ce niveau. Il y a moins 1 là. En classe seconde, l'allure de la fonction x carré avait été étudiée et donc nous pouvons construire à l'aide d'un tableau de valeur directement la fonction f-1 puisque c'est une fonction du type a plus ou moins b. Bon, donc on va dire plus b. Nous savons que ces fonctions ont une allure en cloche de cette façon-ci. Bon, donc une fois qu'on a quelques valeurs de cette fonction-là, on peut rapidement la tracer. C'est pas difficile. Le plus important, c'est d'avoir le minimum de la fonction et quelques points par lesquels la fonction passe. Bien. Nous calculons donc l'image de 0 par f-1 de x, ça nous donne moins demi. Il suffit de remplacer ici, ça se voit aisément. Nous remplaçons x par 1, nous trouvons 0. Nous remplaçons x par 2, nous trouvons 3 demi, moins 3 demi autant pour moi. Nous remplaçons x par 3, nous trouvons 3 quarts. Bon, une fois que nous avons ce tableau de valeurs, nous construisons ces points. L'image de 0 est pointée ici, l'image de 1 est pointée là, l'image de 2 est pointée à ce niveau et l'image de 3 à ce niveau. Nous passons donc la courbe de 0 jusqu'à l'infini. Maintenant, il est important de noter que la fonction f-1, elle est définie sur R
plus. Donc il est hors de question de penser à tracer f-1 pour les valeurs négatives. Si vous le faites, vous allez rater. Donc la fonction f-1 est définie sur R+. Ça c'est un détail important. Donc voilà la fonction f-1 qui est en rouge. Maintenant, une fois que la fonction f-1 est construite, la fonction f-1 de valeur absolue de x, elle est obtenue en faisant la symétrie de la fonction f-1 par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui nous donne la fonction en bleu. Lorsque nous faisons la symétrie de la fonction rouge, ça va nous donner la fonction en bleu. Donc voilà la courbe de la fonction f-1 de h de x. Maintenant, cette fonction, elle est définie de r vers l'intervalle moins 1,5 plus infini. Pour quelle raison? Puisque la fonction f-1 de valeur absolue de h de x se confond avec la fonction f-1 de f de x lorsque x est positif. Mais la symétrie est faite pour les valeurs négatives de x. Donc on fait dans la symétrie pour avoir l'expression de f-1 de valeur absolue de x lorsque les x sont négatifs. Donc nous avons dans la courbe en bleu à ce niveau. Ce qui veut dire que cette fonction-ci, sa courbe est la partie en bleu, mais aussi la partie en rouge. C'est pourquoi si vous observez attentivement, vous allez remarquer qu'il y a un trait bleu à l'intérieur de la bande rouge. Donc voilà ce qu'il fallait faire au niveau de cette question.